Bonsoir, bienvenue dans la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h minuit sur metatv.org. C'est la saison 2 et ce soir, on est avec Jérôme Legros. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Tepa, bonsoir à tous. Donc bonsoir à la régie aussi évidemment, à Steph évidemment, au Modératroll, à RNUI, la Révolte Belle, Papatroll et à tous les métanautes connectés, Pierrot, Balzac, Mistaga, Baliens, Liberty Psychotique, Fred Delisle, Giorgio, Leonpard, Sefi, le Buraliste, Vadopape, Carac, Taratata Chouette, Futur Synthétiseur, le Télico, voilà, Palestine, Choc, Rimcash. Il y a du monde. Voilà, c'est une dédicace aussi à Autonomie, puisque c'est un peu lui qui nous a mis en contact. Voilà, un métanote de la première heure en plus, Autonomie, donc Tout à fait. il savait de quoi il parlait. Parce que ce soir, on va faire on va dire un voyage dans le monde des champignons. Tout à fait, ouais. Donc Le c'est monde des champignons le magiques. monde des champignons magiques. Alors il y en a tout de suite, hein, champignons Ouais, hallucinogènes. faut pas se leurrer, Voilà. le monde des champignons est beaucoup plus magique dans son ensemble que juste sur des champignons hallucinogènes. Voilà, mais c'est une partie des champignons. De toute façon, c'est une partie. C'est Voilà, une quand on partie, s'intéresse voilà. à la mycoflore, on s'intéresse à un tout, ou on s'intéresse à rien du tout. On fait pas de sélection de choses qui nous intéressent pas parce que X raisons. Voilà. Alors les champignons en plus. Alors toi, pour te présenter, parce que les gens vont dire, ils adorent savoir c'est qui, parce qu'ils disent mais c'est qui, ils parlent des Alors, champignons. moi, je suis un agriculteur, en fait. Donc, c'est par amour pour mon métier que je me suis penché sur le monde des champignons, puisque mon métier va mal, comme tout le monde le sait. Et que, en comprenant un petit peu mieux le monde des champignons, en fait, et le rôle qu'ils jouent au niveau écologique, ça m'a beaucoup réconforté, en fait, sur un éventuel avenir positif de l'agriculture. Puisque bon, l'agriculture de maintenant, on sait que c'est de l'agriculture qui détruit les sols, qui est très très chimique, qui fait tourner des industries en fait qui n'ont strictement rien de naturel, alors que les champignons font ça très très bien pour nous, quoi. Les champignons nourrissent les plantes en fait comme l'humain ne pourra jamais le faire. L'humain essaie de se substituer aux champignons par rapport aux besoins de ces plantes qui nous nourrissent, mais même les plantes qui nous font vivre parce qu'elles sont belles dans la nature, les forêts, tous ces paysages magnifiques qu'on voit autour de nous. Si c'est aussi beau que ça, c'est parce que ces êtres-là ont une relation très très sincère avec le monde des champignons. Voilà. Ah oui, alors, parce que les champignons, pour qu'on comprenne bien, parce qu'il y a ce qu'on voit, la partie, ce qu'on imagine tous, alors Ce le qu'on aime bien champignon, manger, ce qu'on aime bien exactement, manger, voilà. hein, Ce qu'on appelle le sporophore. Alors je vais éviter les langages techniques justement pour être compris d'absolument, enfin la grande majorité des métanotes. Mhm. Je vais essayer même des fois de faire des petits parallèles, voire des allégories pour que ce soit vraiment bien perçu, parce que c'est un peu comme une parole pour l'agriculture que je voudrais bien pouvoir apporter par le biais justement d'une meilleure connaissance des champignons, quoi. Et donc le sporophore, ce n'est ni plus ni moins que ce qu'on ramasse là, que ce que vos métanotes voudraient bien mettre dans leur panier, qui n'est rien d'autre en fait que l'organe sexuel d'un être en fait qui vit caché sous terre. Le champignon est un être qu'on dit cryptogame, qui vit en fait caché. Donc en fonction de quel type de champignon ça va être, il peut vivre soit caché dans le sol, soit caché dans des matières. Donc par exemple, dans les champignons qui sont cachés dans le sol, on va trouver les champignons mycorhiziens. Les champignons mycorhiziens, en fait, c'est des champignons qui sont spécialisés en fait pour avoir des relations, des relations de communication plus et d'apport en fait réciproque entre lui et la plante. Les autres champignons, ceux qui vont pouvoir rentrer dans les matières, c'est des champignons qu'on va appeler saprophytes. C'est des champignons en fait qui vont se nourrir de la nécromasse, de toute cette matière vivante en fait qui est, comme nous d'ailleurs, à partir du moment où on est né, un jour elle va mourir. Donc tout ça en fait pour que les équilibres qu'on trouve si beaux dans la forêt continuent à être aussi beaux, il ne faut pas que ce soit étouffé par toute cette nécromasse. Donc les champignons jouent un rôle extraordinairement prépondérant en fait pour réguler tout ça et pour digérer toute cette matière. Est-ce que les champignons, alors, c'est une première, je pense, chose. Est-ce qu'ils sont dans le règne animal ou dans le règne végétal? Eh ben, on pourrait dire... Alors, moi, par rapport à mes connaissances à moi, parce que des gens beaucoup plus spécialisés que moi pourront vous en parler, mais des connaissances que j'en ai, ce n'est ni un animal, ni un végétal. Mais ce serait un être, en fait, qui se rapprocherait par rapport à des caractéristiques qui sont propres aux champignons, plus ou moins des animaux, notamment des insectes, par rapport à la constitution des parois cellulaires des champignons, qui sont par exemple faites en chitine.
Voilà, qui est la même constitution en fait qu'on trouve sur la carapace des insectes. C'est la même matière, en fait, le même polymère en fait qui fait le cytoplasme des cellules des carapaces d'insectes. Voilà. Donc déjà, ça leur fait donc une espèce d'être, j'ai envie de dire, qui est à cheval un peu entre les deux. Alors, on définit une plante en plus parce qu'une plante n'est pas censée bouger. Le champignon, au début, quand on a commencé à essayer de les classer en fait dans une discipline qu'on va appeler la systématique, voilà, en fait, qui est un prolongement en fait de la détermination classique qu'on appellera la taxonomie, en fait, qui est donc l'étude et l'observation des critères de détermination, des critères propres en fait à chaque espèce, aussi bien visibles à l'œil nu, donc des critères qui sont macroscopiques, que des critères qui sont vraiment absolument invisibles, voire même qu'on ne peut voir. Il y a des différences qu'on va pouvoir faire peut-être même qu'au niveau de l'ADN, donc au niveau du séquençage de ces champignons. Et donc le champignon, en fait, c'est pas un être qui ne bouge pas, loin de là, bien au contraire, c'est un être qui est très très mobile. Après, il va pouvoir rester en fait dans un environnement qui va lui plaire, en fait, l'environnement qui va être propice à ce qu'il puisse rester dans cet endroit-là. Mais par exemple dans les agroécosystèmes qu'on connaît, donc dès qu'on va passer un coup de charrue, dès qu'on va déraciner des arbres, dès qu'on va casser tout ça, en fait, on va bouleverser ces équilibres-là qui permettaient en fait au champignon de jouer son rôle de régulateur de plein de choses dans la nature. Voilà. Ouais, parce que là, tu me disais qu'il y a des champignons pour un peu tout. Par exemple, des arbres en décomposition, voilà, qui se font manger par les champignons. Bon, on dit, oh, les pauvres arbres. Puis alors, vraiment pour tout, parce qu'un arbre en décomposition ne se fait jamais manger que par un seul champignon. Il va non seulement se faire manger par plusieurs espèces de champignons, mais il va se faire manger par vagues successives. C'est-à-dire qu'il va y avoir des champignons qui vont venir commencer à dégrader l'arbre, des parties les plus dures, etc., pour rendre accessible en fait des éléments en fait de l'arbre pour pouvoir tout ça en fait les restituer en fin de compte à l'humus du sol et donc après nourrir les arbres. C'est une chaîne en fait de démontage, un peu comme dans un garage où on va démonter la voiture, sortir tout. Les arbres et les plantes ne se nourrissent que de choses vraiment microscopiques qui sont du domaine de la taille des ions, donc plus petits qu'un atome. C'est d'ailleurs en ça que l'humain reproduit très très mal en fait le service écologique rendu par les champignons en nourrissant les plantes, puisque l'agriculture classique, moi je suis agriculteur donc je sais de quoi je parle, s'évertue en fait à nourrir les champignons à base de 3 éléments, donc N, P, K, et qui sont des éléments en fait qui ne permettront à la plante que de grandir et de grossir. Alors NPK pour alors c'est nitrate, potasse et phosphore. Nitrate, potasse, phosphore. Donc ça veut dire que la plupart des engrais sont à base de ces... Sont à base de ça. Après, maintenant, les nouveaux engrais, parce qu'il y a plein de types de petites horticultures qui se font d'intérieur pour les orchidées, etc., balancent à longueur d'année, trouvent aussi des oligo-éléments, donc ils vont même rajouter des champignons dans le sol, qui peuvent être utiles si on comprend ce qui va se passer dans le sol quand on rajoute ces champignons-là, parce que rajouter en fait un élément qu'on sait être bon parce qu'on a pu l'observer dans un environnement propice où on ne comprend pas en fait 1/10 des interactions qui se passent dans le sol. Quand on s'intéresse à un champignon, on ne s'intéresse pas peut-être aux bactéries ou aux insectes qui participent à la démétabolisation par exemple du bois ou des feuilles, etc., qui vont rendre accessible à d'autres champignons. Et donc après permettre aux champignons donc, de digérer ces matières-là, et de les rendre ensuite accessibles à des bactéries et d'autres éléments du sol, pour pouvoir les rendre en ions et assimilables par les racines des plantes. Voilà. Et donc, alors les champignons, ils ont une véritable fonction. Alors de quoi? C'est des grands nettoyeurs un peu? Alors moi, j'adore quand j'en parle à des jeunes ou à des gens qui connaissent pas trop. J'essaye de faire le parallèle avec la société humaine. Donc pour les champignons, on peut les visualiser en fait comme une société humaine où il va y avoir des champignons policiers, il va y avoir des champignons fossoyeurs, il va y avoir des champignons médecins, il va y avoir des champignons constructeurs, il va y avoir des champignons qui font vraiment plein de choses. Et du coup, on ne peut pas assimiler le règne des champignons juste à un truc qui a des propriétés gustatives ou même certaines choses qu'on peut faire maintenant avec les champignons. On a découvert par exemple la pénicilline grâce aux champignons. Il y a plein de choses qu'on a découvertes grâce aux champignons. Mais les débouchés réels de ce qu'ils sont capables de faire, en fait, ils sont plus que multiples. Je pense qu'on va avoir quelques centaines d'années d'études de leur... en fait, de qui ils sont. En fait, il faudrait avoir de l'empathie pour les champignons pour mieux les comprendre, au lieu de les voir juste d'un point de vue, tiens, lui, il va pouvoir faire de l'éco-construction parce qu'il fait ci, ça et ça, et du coup, ça va rapporter de l'argent à un humain.
Oui, mais sauf que si jamais on ne développe que ce champignon-là, bah forcément, ce sera au détriment d'autres espèces. Mm. Voilà. Alors qu'il y a toute une. Alors, déjà, il y a une myriade d'espèces, Il y a une quasiment. myriade d'espèces. Alors, pour expliquer un petit peu aux gens la représentation un petit peu, parce qu'on les voit pas les champignons les trois quarts du temps, comme je vous disais, Ouais, ils sont dans le sol. Ouais. Les gens qui connaissent un petit peu vont voir des morceaux de mycélium, parce que quand on va tirer un champignon du sol, on va voir des fragments en fait de ce mycélium. Si on gratte un petit peu, on va voir que c'est... Puis on peut même voir que c'est collé à une racine, ou alors que c'est en train de manger une feuille ou un bout de bois. Mais faut comprendre en fait quelque chose d'important, c'est que entre 80 et 85% des plantes de notre planète sont des plantes qui sont mycorhizées par les champignons. C'est-à-dire en fait qui vivent une relation et des interactions avec le monde des champignons. Les plantes apportent des choses aux champignons et les champignons apportent des choses aux plantes. Pas du tout les mêmes choses d'ailleurs, parce que le champignon, je suis un petit peu en train de m'embrouiller là, mais on va dire qu'une plante en fait est capable d'abriter entre 1 et plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de champignons en fait dans ce qu'on va appeler la mycosphère, donc ce qui regroupe toute cette phase d'interaction qui se trouve au niveau racinaire dans le sol. Voilà. Et le rôle des champignons mycorhiziens notamment, c'est d'augmenter en fait les possibilités de l'arbre en fait de se nourrir de son environnement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va y avoir différents types de champignons mycorhiziens. On va avoir des champignons qu'on va appeler, excusez-moi du langage technique, des ectomycorhiziens, donc ecto qui veut dire vie à l'extérieur, qui vont faire en fait des manchons mycorhiziens autour de la racine et qui vont jouer un rôle en fait de restaurateur et de policier en fait des éléments du sol. C'est-à-dire en fait que dans certains environnements comme en Nouvelle-Calédonie où on va avoir, je ne sais plus c'est quel métal qui est exploité là-bas, je crois que c'est le nickel, donc on va avoir en fait un taux de saturation en nickel dans le sol qui va empêcher les plantes en fait de prendre des éléments. Les champignons en fait vont pouvoir réguler ces choses-là. Parce qu'il y a des champignons qui sont mycorhiziens, il y a des plantes qui poussent dans les anciennes carrières de nickel, et on sait que c'est les champignons mycorhiziens qui jouent un rôle pour pouvoir aider ces plantes-là à vivre dans ces milieux très très toxiques. Entre autres. D'accord, des espèces d'auxiliaires. Voilà, en plus des milliers d'autres rôles que le champignon en fait joue dans le sol, parce que si on enlève juste les plantes, les champignons jouent un rôle phénoménal, ne serait-ce qu'au niveau de la dynamique des sols. Je m'explique, en fait, c'est quand tous ces éléments qu'on appelle la matière organique, mélangés donc avec les éléments minéraux qui vont être sable, limon, argile et tout un tas d'autres choses dans le sol, pour que les plantes puissent pousser, en fait, il faut que ce soit agencé d'une certaine manière. C'est pour ça qu'en fait, quand on va faire une coupe de sol, on va avoir des horizons, en fait, et des types de sols différents en fonction de l'horizon. Si on analyse le haut d'une coupe de sol et le bas d'une coupe de sol, en fait, on va se rendre compte qu'on va avoir des éléments proches, mais différents. On va avoir sur le dessus des éléments qui seront moins démétabolisés, donc moins fragmentés, et en dessous, on va avoir des éléments qui seront beaucoup plus fragmentés. Et les champignons, en fait, quand ils prennent la place dans un sol, en fait, ils vont aussi jouer un rôle dynamique dans le sol de créer en fait de la porosité en fait entre tous ces agrégats de nutriments, de minéraux, etc., qui permettent donc à quoi ? Des racines de plonger, parce que quand il y a de la place et de l'air pour pouvoir lancer des petites radicelles, c'est fragile une racine. Et les arbres se portent bien. Oh, d'accord, donc ils ont un rôle, j'ai envie de presque dire, ce sont des espèces de jardiniers. De jardiniers, ouais, alors ouais, voilà, alors complètement, sauf qu'eux, en fait, au lieu de tailler les feuilles, ils s'occupent ils s'occupent des racines. De ce qui se passe en dessous. Vraiment de ce qui se passe en dessous. Et les produits qu'ils utilisent, est-ce qu'ils tuent ça ? Ils sont fongicides, comme on dit ? Ah oui, alors, il y a plusieurs choses qui sont néfastes pour les champignons. Oui. Le premier, en fait, ça va être dès qu'on va bouleverser l'écosystème. Parce que même si en fait on intoxique un sol, si après on lui redonne, si jamais on refait un cycle de sol, c'est-à-dire que par-dessus un sol complètement tassé, complètement pollué, on recommence en fait ce qu'on va appeler une phase pionnière de ce sol-là, les champignons vont jouer leur rôle par-dessus. Ils vont pas mourir parce qu'en dessous c'est tassé, c'est pollué, etc. Sauf si bien sûr c'est vraiment tellement pollué qu'il va y avoir des effluves volatiles de choses qui vont être très toxiques pour eux, etc. etc. Ou les empêcher parce qu'il y a beaucoup de molécules en fait qui sont inhibitrices du développement des champignons. C'est notamment ce qu'on utilise dans les fongicides. Voilà. Sauf que les fongicides qu'on utilise sont plus utilisés en fait pour cerner les maladies des champignons, les cryptogames. C'est vraiment beaucoup plus la phase de déstructuration en fait, de l'écosystème qui font que les champignons disparaissent.
Je vous donne un petit exemple, hein. Là où dans une forêt complètement diversifiée, on avait du chêne, du hêtre, du frêne, etc., etc., on pouvait avoir une biodiversité de champignons absolument incroyable. Et quand on voit les plans de replantation, certaines fois dans certaines forêts, où pour faire pousser vite et éviter l'érosion des sols, parce qu'on a fait n'importe quoi, on plante de la monoculture d'espèces, eh bien, on va attirer en fait que certains types de champignons. Et des fois même, on n'en tirera pas du tout, parce que si on ne plante pas de manière suffisamment espacée et qu'on ne laisse pas le temps à la forêt en fait, de se faire toute seule, qu'on vire le bois, qu'on enlève donc ce qui permet aux champignons de commencer à s'installer, etc., etc., faire une phase de primo-colonisation tout simplement, ben, les champignons disparaissent. Et les champignons disparaissent en France. Ah ouais? Les champignons disparaissent, bah oui, en France on a 27 millions de kilomètres carrés à peu près, grosso merdo, de ce que je me souviens en fait de surfaces cultivées. Et c'est des surfaces qui ont été cultivées de manière très très destructrice depuis à peu près une cinquantaine d'années. Donc le temps de résilience en fait, c'est le temps de la nature. Donc si jamais on donne pas un petit coup de pouce à la nature en essayant de comprendre mieux ces cycles du sol, ces cycles des forêts et ces interactions entre les champignons et les espèces qui vivent avec lui, ce qu'on appelle la biocénose. Voilà. L'écosystème, en fait, c'est le biotope, donc l'environnement avec tous les critères qu'on va dire pédologiques, pédoclimatiques, donc la température, l'hygrométrie, l'ensoleillement, etc., etc. Et la biocénose, en fait, c'est la masse des êtres vivants qui vont vivre dans ce biotope-là. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que je regarde un peu? On me dit les champignons jouent un rôle essentiel pour les biosphères. Ils assurent la majorité du recyclage. Tout à Ils fait. dégradent les bois. Tout Ils à participent aussi à la formation des couches supérieures des Tout sols. à fait. On estime même, mais je ne vais pas rentrer dans le détail plus là-dedans parce que moi-même je m'y intéresse depuis quelques temps là, mais c'est vraiment une piste que je suis en train de farfouiller parce que c'est ce fameux puits carbone dont on parle en fait. C'est-à-dire la possibilité pour un écosystème en fait de remettre le carbone sous forme solide dans le sol. Les champignons jouent quasiment un tiers de ce rôle-là sur la planète. C'est scientifiquement établi. Les arbres tout seuls en fait ne pourront pas recycler le carbone de l'atmosphère comme on en balance continuellement et qu'on continuera à en balancer, parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que ce carbone qu'on balance dans l'atmosphère en fait ça vient des hydrocarbures. Et les hydrocarbures en fait c'est quoi? C'est de la matière organique qui a été fossilisée il y a quelques millions voire milliards d'années et que maintenant on ressort au niveau de la surface et puis qu'on pulvérise un petit peu partout n'importe comment quoi. Donc oui, les champignons en fait jouent un rôle prépondérant en fait dans tout ce qui est histoire de décontamination. Parce qu'après, si on va chercher un petit peu loin dans la théorisation, parce que le problème qu'on a avec les champignons en fait, c'est qu'on n'a pas beaucoup de traces fossiles de ces êtres-là, de par leur constitution physique, c'est des êtres qui contiennent tellement d'eau en fait qu'ils supportent très très mal la fossilisation. Mais on peut imaginer, de par les fonctions qu'on connaît des champignons maintenant, en fait, qu'ils ont participé en fait, à une énorme partie de la dépollution des matières qu'il y avait dans l'atmosphère avant que les plantes supérieures s'installent, sous la forme alors les bactéries, des champignons sous forme de lichens, associés avec des talophytes comme les algues, les mousses, etc. Et ça veut dire en fait qu'ils pourraient faire quelque chose pour nous maintenant si on les regardait un petit peu sur cet angle-là. Quoi. Mais ça veut dire que ça se présente comment? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une race, une espèce de Un race? champignon, alors le champignon, c'est un amas de cellules en fait qu'on va appeler l'if. C'est un fil en fait qui va se trouver dans le sol et qui va se reproduire à l'infini en fait jusqu'à former par exemple le carpophore en fait c'est juste un agglomérat de ces ifs là qui prend la forme d'un carpophore. Voilà, c'est pas un organe spécifique comme le fruit qui est différent en fait de la matière du bois de la branche. C'est exactement la même matière en fait que l'if de champignon. Le champignon, on l'appelle le champignon lui-même en fait, c'est l'if, ce filament blanc qu'on voit dans le sol ou dans la matière. On voit souvent quand on soulève une feuille, parce qu'il se met dessous la feuille et non pas au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a l'environnement propice juste dessous la feuille, l'humidité, l'ombre et les nutriments. Donc lui, il va vivre ici pour pouvoir se protéger. Donc ça veut dire, ce qui pousse, donc tu me disais, c'est l'organe sexuel, mais ils se reproduisent comment alors? C'est quoi Ils se reproduisent de deux manières, donc de deux voire même trois manières en fait. Donc les champignons vont se reproduire de manière sexuée ou asexuée. Asexuée en fait, c'est on prend un morceau de mycélium, moi c'est ce que je fais quand je vais mettre ça dans mes composts de BRF, avant de les mettre ensuite dans mes cultures, c'est-à-dire qu'en fait je vais prendre un inoculum de mycélium et je vais le mettre dans l'environnement qui le concerne, avec la matière organique qui le concerne. Si par exemple c'est
un saprophyte du bois qui va aimer la lignine et la cellulose, sur le BRF c'est super. La pleurote par exemple fait ça très très bien. La colibri à pied velouté aussi peut le faire. Et il va se reproduire en fait parce qu'il va pouvoir commencer à manger la matière et puis il vit sur sa matière de toute façon. Le champignon non seulement vit sur sa matière mais digère sa matière à l'extérieur de lui-même. Et il n'a pas un estomac en fait comme nous les humains. Il va enzymer en fait la matière pour pouvoir ensuite l'absorber. C'est de l'absorption en fait de nutriments qu'il fait quand il est saprophyte. Après, quand il est mycorhizien, en fait, c'est un autre type d'alimentation. C'est en fait, il va bénéficier de la sève élaborée en fait de l'arbre, qui va lui donner en fait une petite partie pour pouvoir avoir quoi, son carbone. Parce que tous ces êtres-là, qu'ils soient saprophytes ou mycorhiziens, sont des êtres hétérotrophes qui sont pas capables en fait d'assimiler leur carbone tout seuls. Ils ont besoin en fait de l'aide notamment les mycorhiziens ont besoin de l'aide des plantes pour pouvoir assimiler le carbone. Mais ça veut dire que ça se cultive très bien alors si on Ça se cultive très très bien. Le champignon se cultive très bien, il se cultive depuis des milliers d'années en Asie d'ailleurs. Nous, on connaît quoi, le champignon de Paris qui est cultivé, un peu la pleurote. Il y a des gens là qui commencent à faire pousser de la pleurote sur nos résidus de café, donc on commence à aller vers l'optimisation de l'utilisation des champignons. Je dis bien optimisation parce que c'est une vraie bonne idée en fait d'avoir pensé à utiliser le marc de café. Avant on le mettait et souvent en fait le café il va attirer des moisissures parce que en plus c'est une matière, quand on met quasiment que ça dans le sol, ça va créer de l'apoxie dans le sol en fait. Si on met que du café dans un terreau et tout, ça va vraiment créer de l'apoxie et un phénomène d'eutrophisation aussi. Du coup des bactéries vont se développer, des maladies vont se développer, des maladies cryptogamiques. Alors que si on fait croître le mycélium sur le marc de café avant de le mettre dans le sol, là, y a un compétiteur qui est sur place, le guerrier du sol qui s'appelle le champignon et qui va dire aux bactéries barrez-vous quoi. Barrez-vous. Voilà. Oui, d'ailleurs, et voilà. si elles sont pas contentes d'ailleurs, ils ont toute une multitude, une panel de solutions pour pouvoir créer des barrières, donc aussi bien au niveau enzymatique, ils sont capables aussi de produire des molécules en fait pour leurrer ou pour éloigner tout ce qui pourrait nuire en fait à son environnement propice à lui. Donc un arbre ou une matière organique qu'il est en train de dégrader, etc. Voilà. Parce qu'une matière organique mal dégradée ne finira pas par être assimilée par un arbre. Elle va pouvoir même des fois se fossiliser dans un sol sans apporter strictement rien à un sol. Donc le champignon joue vraiment ce rôle-là d'interaction en fait. C'est, dans le réseau trophique, c'est vraiment un être, si on l'enlève, là par exemple en agriculture ça apparaît d'une manière évidente, si l'humain cesse de nourrir les plantes crèvent. On a beau avoir des millions de kilomètres carrés de surface, on a beau avoir des tracteurs, on a beau avoir les meilleures plantes génétiquement modifiées et tout, si l'homme ne nourrit plus ces plantes-là, les plantes ne pousseront pas. Il n'y a que les champignons qui peuvent faire quelque chose. Tu me parlais d'un champignon qui faisait 900 000 tonnes. Alors, 900 000 tonnes, je me souviens plus du poids exact parce que je te sortais l'anecdote. C'est un champignon qui s'appelle de la famille de l'armillère en fait. C'est un champignon parasite et saprophyte parce que l'armillère on la retrouve souvent sur un arbre qui est déjà mort depuis longtemps, sur la souche en fait, elle pousse au pied. Mais en fait c'est un champignon qu'on dit parasite mais en réalité c'est un champignon régulateur. On devrait sortir ce genre de... Le poids des mots est important en mycologie. Et l'armillère apparaît notamment en sylviculture, dans les exploitations d'arbres fruitiers. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est au niveau écologique. Dans la nature, il est très très rare de voir 60 hectares avec que du pommier, rien d'autre au pied. Et l'armillère, elle arrive devant, elle dit « Mon Dieu, il n'y a rien pour être compétiteur au pied de l'arbre, il n'y a rien pour me barrer la route, parce que le champignon, il va mettre moins de temps à aller vers la nourriture qui est destinée à elle, s'il n'y a rien d'autre comme nutriment tampon en fait, au milieu pour pouvoir l'empêcher d'y aller plus vite. » Du coup, l'armillère, elle se dit « Chouette, c'est McDo, c'est McDo ce truc-là. » En plus, le gars, il fait des variétés qui ont été sélectionnées pour satisfaire les besoins de production de l'homme, donc c'est pas des plantes qui se sont naturellement adaptées à résister à des agressions, etc. Donc elles n'ont pas de langage de communication en plus avec les champignons, enfin beaucoup moins en tout cas. Elles n'ont pas un langage de communication que les champignons savent reconnaître comme étant un langage de communication propre à ce qu'il est capable de comprendre dans les écosystèmes. La communication entre les plantes et les champignons se fait de manière hormonale. Voilà. Les échanges dans hormones ou c'est quoi? C'est des hormones en fait, comme nous en fait, c'est de la physiologie. On va pouvoir parler d'ailleurs au niveau de ces interactions, je pense, moi j'aimerais bien qu'on utilise ce mot-là parce que je le trouve chouette, de physiologie du sol, de langage de communication entre les champignons et les plantes.
Et en fait, pour faire un exemple tout simple, il y a une hormone qui est produite au niveau du système racinaire des plantes qui s'appelle la strigolactone. Et cette strigolactone, en fait, joue deux rôles. Elle joue un rôle à l'intérieur de l'arbre, en fait, pour ce qui est de la régulation de la ramification de la plante, c'est-à-dire que la plante, elle va pouvoir croître de manière apicale, monter, ou s'étaler et s'élargir. Et du coup, en fait, en fonction du taux de strigolactone produite par le système racinaire de la plante va plus ou moins ramifier en branches, en feuilles, etc. En tout cas, c'est un système d'information hormonale qui déclenche la pousse au niveau des méristèmes, donc des méristèmes apicaux, ceux qu'on va trouver sous les aisselles des branches, des méristèmes secondaires, excusez-moi, parce que le méristème apical, c'est celui qui est au sommet de la plante. C'est celui qui fait que la plante, elle pousse toujours en hauteur. Alors, méristème, c'est quoi? C'est une zone de cellules souches, en fait, qui est capable, à un moment donné, par rapport à l'information hormonale qu'elle va recevoir, de se différencier. Donc, pour faire un exemple tout court, quand on fait une bouture, l'endroit où vont se développer les nouvelles racines quand on va mettre cette bouture dans le sol, en fait, c'est un méristème qui normalement aurait dû se différencier soit en feuilles, soit en fruits, soit en branches, etc., etc. Sauf que non seulement on lui coupe sa vascularisation, donc on arrête de nourrir la plante, mais en plus de ça, on la met dans un environnement propice, donc elle est plus à l'air libre en train de prendre le soleil, de se nourrir avec les éléments que l'arbre lui apporte, etc. Là, elle est obligée de se démerder toute seule, on la fout dans le noir avec de l'humidité et des nutriments. Du coup, il va y avoir des informations hormonales qui vont descendre des bourgeons apicaux de la plante pour pouvoir dire « là, moi, je veux monter, mais par contre, j'ai plus de système racinaire en bas pour croître, donc il faut commencer à se développer. » Tu comprends ? La plante, elle a cette capacité, quand on la met dans cet environnement-là, c'est pour ça qu'une plante, quand on la met dans un verre d'eau, on a beau l'avoir séparée du corps, elle peut rester en vie encore un certain nombre de temps, elle a cette capacité de pouvoir attendre, d'avoir l'environnement propice pour pouvoir réparer en fait le dégât qui lui a été occasionné. Après, quand on fait une bouture, on clone une plante. Et donc cette strigolactone, elle a une autre fonction au niveau racinaire, c'est un messager hormonal produit par les racines pour attirer les champignons mycorhiziens qui vont donc l'intéresser au niveau, elle, de son métabolisme à elle. Parce que les champignons mycorhiziens ne mycorhizent pas toutes les plantes. Il va y avoir des champignons mycorhiziens qui vont être vraiment très spécialisés en fait sur que certaines plantes. C'est le cas du bolet élégant, par exemple, qu'on trouve quasiment principalement sous le mélèze. C'est un champignon, en fait, si on monte dans les montagnes... moi j'étais allé où? C'était vers Lamur en Isère. Et ce champignon-là, moi on le trouve de toute façon quasiment exclusivement que sous le mélèze. Après, on peut trouver des bolets élégants dans une forêt diversifiée, mais s'il y a du mélèze au milieu. Parce que de toute façon, dans la forêt, quand on se balade, on voit il y a une biodiversité de champignons absolument incroyable. Des fois, on voit le champignon qui pousse à cet endroit-là, mais ça ne veut pas dire qu'en fait, il est en train de mycorhizer l'arbre qui est juste à côté. Des fois, l'arbre, il a plongé ses racines en dessous d'un autre arbre, qui est plus petit que lui, par exemple, et on voit le champignon sortir 100 mètres plus loin. Il y a des tas d'autres essences d'arbres qui font tampon au milieu et qui cachent en fait que le champignon est en train de mycorhizer cet arbre-là. Et c'est le cas d'ailleurs de l'armière qu'on parlait tout à l'heure, pour en revenir à l'anecdote que tu me citais. En fait, c'est une femme qui a découvert en fait le plus gros organisme du monde qui serait un champignon et qui en fait serait une espèce de champignon, l'armière couleur de miel, et qui aurait colonisé en fait un certain nombre d'hectares de forêts là-bas aux États-Unis, des forêts de conifères ou je sais plus quelle espèce d'arbre, et qui donc en faisant des prélèvements en fait pour pouvoir faire le séquençage génétique du mycélium a découvert en fait que ce mycélium s'étendait sur plusieurs dizaines voire centaines d'hectares, et donc ça, quand elle a vite fait les ratios pour pouvoir voir quel volume en fait ce mycélium là densifié, parce qu'il faut comprendre qu'il n'est pas juste en surface, il peut aussi descendre quand même largement en profondeur dans la rhizosphère en fait, et donc faire un volume mais absolument incroyable. Et du coup, pour symboliser ça d'ailleurs, ils ont fait une photo montage d'une armière en fait, à la taille qu'elle ferait si jamais tous ces ifs-là étaient constitués en carpophore, donc en organe de récolte. Carpophore, ça s'appelle. Voilà. On va prendre l'organe qu'on récolte. Le vocabulaire ce soir. Alors, carpophore, c'est un nom ancien, puisque maintenant on dit le sporophore. Voilà.
Mais on peut dire aussi le champignon. Les gens s'y C'est retrouvent mieux. accepté, les Ouais, deux. complètement. De toute façon, il n'y a que les mycologues qui sont aptes à dire si un mot comme ça est valable ou pas valable. Donc allez vous renseigner auprès des mycologues. Eux, ils peuvent vous dire si le langage que vous utilisez est le bon. Alors, on me demande si les organismes vivants simples comme les champignons sont aussi résistants et viables sur des centaines et des centaines, ou voire des millions d'années. Qu'est-ce qui justifie l'existence des êtres vivants complexes comme les humains? Alors là, moi, je ne suis pas vraiment Question un peu anthropologique. capable Ouais. de te répondre Bah, de ce point de vue-là. bah, Moi, c'est vraiment. Alors, moi, je peux parler du champignon qui est capable de résister effectivement des dizaines, des centaines, voire même pour des spores des millions d'années. Ben, en fait, c'est par rapport à la capacité que les champignons ont de produire des possibilités de reproduction complètement différentes. Je m'explique. Tout à l'heure, on parlait en fait de la manière de se reproduire du champignon. ouais. Donc, on a parlé de la manière asexuée, celle de couper un morceau d'if et de le mettre en inoculum dans un substrat, un environnement propice qui concerne cette espèce de champignon. Mais le champignon fait aussi des spores. Voilà, comme Voilà. dans la nature. Donc, Comme il il va fait. avoir des spores qui vont être transportés par le vent, donc on va appeler anémochorie, ou par les insectes. Mais il est quoi? Il est asexué, le champignon? Enfin, il a un sexe? Non, il n'a pas de sexe. Il a C'est- juste des. Il a deux genres de... Ben, il est capable en fait de se reproduire lui-même à partir de spores ou à partir d'un morceau de lui-même. Les spores en D'accord. fait c'est des gamètes. Les spores c'est les gamètes, c'est l'équivalent des spermatozoïdes et des ovules pour nous. Après quand on va avoir des spores qui vont se développer dans un sol, il y a besoin d'y avoir deux spores on va dire de sexes différents, même si c'est pas le mot qu'il faut employer, qui vont se rencontrer, qui vont faire donc un gamète qui va avoir en fait après le génome parfait pour pouvoir lui-même reproduire d'autres gamètes. Sinon il va faire un clone. Voilà. D'accord. Et après, l'IF est capable aussi de produire des spores à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire à l'intérieur de son système cellulaire, il est capable de produire des morceaux de spores, des endospores en fait, ça va s'appeler, et qui vont être en fait protégés par de multiples petites couches de chitine et de tas d'autres éléments que je ne suis pas chimiste, que je pourrais pas nommer. C'est la fonction qui est intéressante en fait pour faire quoi? Pour protéger la spore, en fait ce qui permet à la spore de rester viable. Mhm. Elle va être en dormance. Et elle peut être en dormance comme ça grâce à toutes ces choses qui les protègent de la chaleur, de l'enzymation. Des fois même, elles peuvent passer dans un système digestif d'un insecte ou de quoi que ce soit et ne pas lever sa dormance, etc. etc. Alors, Jusqu'à ce que l'environnement propice arrive en fait et permette à la spore de se développer. on me dit, l'invité peut-il dire comment il se sert de sa connaissance des champignons en agriculture? Ah bah, tout simplement pour pas dépenser d'argent. Voilà. C'est-à-dire que toi, les champignons remplacent, comme tu le disais, Alors, les pesticides, les engrais, etc. C'est-à-dire peuvent que remplacer. peuvent remplacer. Peuvent remplacer. Parce qu'après, comme je l'expliquais tout à l'heure par rapport à la génération des sols, ce serait très compliqué en fait de se dire bah tiens tel champignon si jamais je le mets sur du bois il va faire du BRF qui vont faire tant d'éléments qui vont non si le sol est trop tassé dessous et que tu as planté ça là-dessous en fait les nutriments que le champignon aura démétabolisés avec et toute la chaîne qui suit derrière donc les bactéries les nématodes du sol etc ça va glisser dessus et ça arrivera pas aux racines. Ce qu'il faut en fait c'est travailler aussi un petit peu son sol. Donc je m'explique par exemple moi je suis en production de plantes à parfum aromatiques médicinales. Je fais des plantes médicinales, donc des tisanes. Donc comme je fais vraiment pour faire des petits sachets de tisane, moi je suis un petit paysan qui prétend rien, j'ai pas envie de faire plus de 5 à 10 hectares dans ma vie. Je vivrais très bien en fait en faisant de la matière agricole de petite quantité mais de très très haute qualité. Pour pas dire valeur ajoutée, parce que comme on donne une valeur économique à tout, on aime bien dire à haute valeur ajoutée, parce que mes tisanes sont à haute valeur ajoutée. Et donc en fait le champignon c'est la haute valeur ajoutée de mon système culturel, c'est-à-dire qu'en fait il me permet, en ayant travaillé un petit peu en amont mon sol, en ayant fait les associations de plantes aussi qui permet d'avoir une bonne biodiversité, en fait d'installer ce qu'on appelle le réseau trophique du sol, qui va donc permettre, parce que la matière que moi je fais pousser, si je ne l'utilise pas dans mes tisanes, elle revient au sol, je la sors pas, je l'emmène pas à 10 km ailleurs comme on fait avec le lisier qu'on va épandre dans un champ alors que ça venait d'une étable. Étable où les vaches ont mangé du foin qui venait parfois de Savoie, quand il y a, enfin tu vois, on fait bouger la matière un peu partout et n'importe comment. Et donc en fait les champignons vont jouer le rôle de nourrisseur de mon sol. Et éventuellement, si j'arrive à faire de la mycorhisation, par exemple
En sylviculture, on peut faire de la mycorhisation. On Ouais. peut, en tout cas, Sylviculture, c'est... sylviculture, la culture des arbres, tout simplement. Voilà. Culture de forêt, en fait, parce qu'on parlera plus d'agroforesterie quand on mettra ça au milieu des champs. Mais sylviculture, ouais, c'est culture forestière. Culture Quoi. On fait forestière, de la ouais. forêt, quoi, tu vois. Mais on fait pas de la sylviculture très très diversifiée de nos jours. Il faudrait y arriver justement pour pouvoir permettre aux espèces de champignons de s'implanter et de remplacer l'homme une bonne fois pour toutes. Voilà, donc dans mon système, en fait, quand je plante une plante, pour qu'elle puisse être nourrie par les champignons, il faut que j'en plante 10 à côté. Et vraiment tous les types de plantes. Donc de la plante couvrante, parce que toutes ces plantes ont non seulement des rôles sociaux, on va dire entre elles, mais ont un rôle dynamique. Le gazon, par exemple, limite l'évaporation par deux par rapport à un sol qui est complètement nu. Pareil, des plantes qui sont plantées comme des aiguilles dans un sol, bah, ça fait de la porosité dans le sol. Donc les éléments, au lieu de naviguer en surface, ils vont rentrer grâce aux trous faits par les plantes qui vivent. Leur système est fasciculé en plus pour les plantes couvrantes. Donc elles vont l'éparpiller un petit peu partout dans les interstices du sol. Et après permettre au système racinaire, aux champignons de les capter et de les rendre assimilables en fait. Parce que les champignons, ils ont, c'est vrai, des particularités assez incroyables. Moi, j'ai une anecdote où je me rappelle d'avoir visité une cave à vin Ouais. qui était couverte de champignons. Donc, dédicace d'ailleurs à Edouard Clair. Et ceux qui ont vu la vidéo du Métatour, ils savent de quoi je parle, puisque tout ça, voilà, c'était dans le reportage. La maison de l'horreur. Voilà. Ah bah, pour un jeune urbain parisien, oui, ça peut. Ça doit être impressionnant. Ça doit être à faire peur. Maintenant, bon, il nous a assuré qu'il y avait absolument visiblement aucun danger. Mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir cette chambre couverte de champignons, mais de partout. Les champignons sont partout de toute façon. Mm. Ce qui fait que les champignons ne sont pas là, c'est si on a créé des environnements qui ne sont pas propices à ce qu'ils puissent s'installer. C'est pour ça qu'on aseptise tout, qu'on stérilise tout. Tout à fait. Et lui, ce qu'il nous disait, c'était ça qui était très important. Il disait que justement, mais ce qui confirme ce que tu disais il y a quelques instants, que dans cet environnement-là, en fait, les champignons en fait, prenaient tellement de place qu'il n'y a rien qui pouvait s'installer. Et qu'en fait, il disait, mais cet environnement, justement, pour leur cave, il n'y a pas plus sain. Parce qu'il disait justement, il dit, moi, si j'ai une bactérie, mais elle ne peut pas se développer, la bactérie. Il n'y a pas de place, comme tu dis. Le champignon a pris. Après, j'ai pas visité la cave. Il y a des moisissures aussi qui se mettent, des choses qui peuvent être très très toxiques dans des maisons qui pourrissent, par exemple. On sait, il y a des cas aux États-Unis, j'avais eu des anecdotes de cas aux États-Unis, de maisons en fait, qui ont pourri et dont les moisissures et même les champignons avaient produit des spores qui étaient toxiques pour l'homme, qui pouvaient même rendre invalidant, voire... il faut pas taper sur le micro parce que tu lui exploses les oreilles. Très très malade, excusez-moi. Très très malade. Mais en fait, je vois où est-ce que tu voulais en venir. C'est parce qu'on parlait du cordyceps tout à l'heure. Exactement. Le champignon en fait qui est entomopathogène. En fait qui est entomopathogène des insectes. Des insectes, parce que j'avais remarqué donc dans cette cave que à certains endroits on voyait des insectes qui étaient littéralement mangés par les champignons. Alors, c'est une des solutions d'ailleurs préconisées par j'ai pas envie de dire mycologue ou quoi, c'est un être humain excellent. C'est un gars en fait qui donne des possibilités de s'intéresser au monde de la mycologie comme peu de mycologues en France le font. C'est Paul Stamets, que je pense que beaucoup de métanotes connaissent. Ah, d'accord, moi je connais pas. Voilà. Et Paul Stamets en fait a publié une vidéo qu'il avait faite à la TED Conférence en 2008, je crois bien, où il parlait des différentes voies qu'on pouvait utiliser avec les champignons pour sauver le monde. Et dedans cette vidéo-là, on voit donc Paul Stamets qui parle du problème des insectes xylophages comme les termites. Les termites ou les fourmis, des fois, qui s'installent dans les structures et puis qui sont une plaie et qu'on voudrait pouvoir éradiquer, mais avec les produits pour tuer les insectes et tout, c'est pas très très sain, c'est pas très écologique, ça demande à l'industrie de faire encore des... Alors qu'un champignon comme les familles de cordyceps peut aider à régler ce genre de problème. Donc après, il y a des critères qui font que ça marche ou que ça marche pas. Lui, il avait défini en fait que les fourmis, parce qu'elles sont pas connes, savent que ce champignon est toxique pour elles. Et elles savent en fait pourquoi, parce que elles arrivent à assimiler en fait l'information de je sais pas quoi des spores de ce champignon-là.